Dans une vieille maison en périphérie de la ville, une famille venait d'emménager. La maison, bien que charmante, avait un sous-sol que personne n'osait explorer. Les anciens propriétaires avaient averti la famille de ne jamais y descendre, mais sans donner de raison précise. Un soir, alors que les parents étaient sortis, les enfants, curieux et intrépides, décidèrent de découvrir ce que cachait le sous-sol. Armés de lampes torchées, ils descendirent prudemment les escaliers en bois qui craquaient sous leurs pas. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité, une odeur nauséabonde se fit sentir. Les murs étaient humides et recouverts de moisissures. Soudain, des cris étouffés résonnèrent autour d'eux. Les enfants se figèrent, le cœur battant à tout rompre. Les cris semblaient venir de toutes les directions, emplis de douleur et de désespoir. Terrifiés, ils tentèrent de remonter les escaliers, mais la porte du sous-sol se referma violemment, les emprisonnant dans l'obscurité. Les cris se firent plus forts, plus proches. Les enfants se serrèrent les uns contre les autres, cherchant une issue. Dans un coin du sous-sol, ils aperçurent une vieille trappe en bois. Espérant trouver une sortie, ils l'ouvrirent et découvrirent un passage secret. Les cris semblaient s'éloigner à mesure qu'ils avançaient dans le tunnel sombre et étroit. Après ce qui leur sembla une éternité, ils débouchèrent enfin à l'extérieur, derrière la maison. Essoufflés et tremblants, ils coururent jusqu'à la maison voisine pour demander de l'aide. Les voisins, alertés par leur état de panique, appelèrent immédiatement les parents. Lorsque les parents rentrèrent, ils décidèrent de sceller définitivement le sous-sol, ne voulant plus jamais entendre parler des cris qui y résonnaient. La famille vécut dans la maison pendant de nombreuses années, mais jamais plus personne n'osa s'aventurer dans le sous-sol maudit. Dans un village reculé, entouré de forêts épaisses, les nuits étaient souvent troublées par des murmures mystérieux. Les habitants affirmaient que ces murmures provenaient des esprits des anciens habitants, morts dans des circonstances tragiques. Personne n'osait sortir après la tombée de la nuit, de peur d'entendre ces voix inquiétantes. Un soir, un groupe de curieux décida de découvrir l'origine des murmures. Ils s'aventurèrent dans la forêt sombre. Les arbres semblaient se refermer sur eux, et l'air était lourd de silence. Soudain, les murmures commencèrent, doux et insistants, semblant venir de toutes les directions. Les curieux suivirent les voix, espérant trouver une explication rationnelle. Mais plus ils avançaient, plus les murmures se faisaient oppressants. Les voix chuchotaient des mots incompréhensibles, emplis de tristesse et de désespoir. Les curieux se sentaient observés, comme si des yeux invisibles les suivaient dans l'obscurité. Ils atteignirent finalement une clairière où se dressait une vieille cabane en ruine. Les murmures semblaient émaner de l'intérieur. Tremblants, ils poussèrent la porte et pénétrèrent dans la cabane. L'intérieur était sombre et poussiéreux, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Les murmures se firent plus forts, plus pressants. Les curieux découvrirent un vieux journal posé sur une table en bois. En le feuilletant, ils apprirent l'histoire tragique d'une famille qui avait vécu dans la cabane des années auparavant. La famille avait été massacrée par des bandits, et leurs âmes tourmentées erraient depuis dans la forêt. Les curieux comprirent alors que les murmures étaient les voix des esprits de la famille, implorant justice et rédemption. Terrifiés, ils quittèrent la cabane en courant, jurant de ne jamais revenir. Les habitants du village continuèrent de raconter des histoires sur les murmures de la nuit, avertissant quiconque osait s'aventurer dans la forêt après la tombée de la nuit. Dans une région reculée, une forêt dense et sombre était connue sous le nom de « forêt maudite ». Les habitants des villages environnants évitaient cet endroit, affirmant que ceux qui s'y aventuraient ne revenaient jamais. Selon la légende, la forêt cachait un terrible secret, gardé par des forces maléfiques. Un jour, un groupe d'explorateurs décida de percer le mystère de la forêt. Armés de cartes et de provisions, ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante des arbres. À mesure qu'ils avançaient, une sensation de malaise grandissait en eux. Les arbres semblaient se refermer sur eux, et l'air était lourd de silence. Soudain, ils découvrirent une clairière où se dressait une vieille cabane en ruine. Curieux, ils décidèrent d'explorer l'intérieur. La cabane était sombre et poussiéreuse, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Ils trouvèrent un vieux coffre en bois, caché sous des débris. En l'ouvrant, ils découvrirent un journal ancien,
rempli de dessins macabres et de textes cryptiques. En lisant le journal, ils apprirent l'histoire d'un sorcier qui avait autrefois vécu dans la forêt. Le sorcier avait pratiqué des rituels interdits, invoquant des forces obscures pour obtenir l'immortalité. Mais les esprits qu'il avait invoqués s'étaient retournés contre lui, le condamnant à errer éternellement dans la forêt, gardant son terrible secret. Les explorateurs comprirent alors que la forêt était hantée par les esprits vengeurs, cherchant à protéger le secret du sorcier. Terrifiés, ils tentèrent de quitter la cabane, mais une force invisible les retenait. Les esprits apparurent, leurs visages déformés par la haine et la douleur. Les explorateurs se retrouvèrent piégés, incapables de fuir. Le lendemain matin, les habitants des villages voisins trouvèrent les affaires des explorateurs éparpillées à l'orée de la forêt, mais aucune trace d'eux. La légende de la forêt maudite se renforça, et les habitants continuèrent d'éviter cet endroit maudit, avertissant quiconque osait s'y aventurer que le secret de la forêt ne devait jamais être découvert. Dans une petite ville entourée de forêts épaisses, une vieille maison abandonnée se dressait à l'orée des bois. Les habitants évitaient ce lieu, affirmant que des choses étranges s'y produisaient la nuit. On racontait que des yeux brillants apparaissaient dans le noir, observant quiconque osait s'approcher. Un soir d'hiver, un groupe de curieux décida de percer le mystère de la maison. Ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante de la bâtisse. Les murs étaient couverts de moisissures et l'air était lourd de poussière et de silence. Alors qu'ils exploraient les pièces délabrées, des bruits de pas résonnèrent dans les couloirs. Les curieux se figèrent, écoutant attentivement. Les bruits se rapprochaient, accompagnés de chuchotements incompréhensibles. Soudain, des yeux brillants apparurent dans le noir, les fixant avec une intensité terrifiante. Les curieux tentèrent de fuir, mais les portes se refermèrent violemment, les emprisonnant à l'intérieur. Les yeux dans le noir se multiplièrent, les entourant de toutes parts. Les chuchotements se transformèrent en cris stridents, emplis de douleur et de colère. Terrifiés, les curieux se réfugièrent dans une pièce au fond de la maison. Ils barricadèrent la porte avec des meubles, espérant échapper aux yeux dans le noir. Mais les cris et les bruits de pas se rapprochaient inexorablement. Les yeux brillants apparurent à travers les fissures des murs, les observant avec une malveillance palpable. Dans un ultime effort, les curieux décidèrent de faire face à leur peur. Ils ouvrirent la porte et se retrouvèrent face à une silhouette sombre, ses yeux brillants de haine. Puis les yeux dans le noir disparurent, laissant derrière eux une sensation de calme et de soulagement. Les curieux quittèrent la maison en courant, jurant de ne jamais y retourner. Dans un petit village isolé, au cœur de la forêt dense, vivait une jeune fille nommée Élodie. Chaque nuit, elle était tourmentée par des cauchemars terrifiants. Les villageois murmuraient que la forêt était hantée par des esprits malveillants. Une nuit, Élodie décida de confronter ses peurs. Armée d'une simple lanterne, elle s'aventura dans la forêt. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et le vent glacial faisait frissonner sa peau. Soudain, elle entendit un craquement derrière elle. Elle se retourna, mais il n'y avait rien. Continuant son chemin, elle arriva à une clairière où se dressait une vieille cabane abandonnée. La porte grinça en s'ouvrant, révélant une pièce sombre et poussiéreuse. Au centre, une vieille chaise à bascule se balançait lentement, comme si quelqu'un venait de s'y lever. Élodie sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et vit une silhouette sombre, aux yeux rouges brillants, qui la fixait. La peur la paralysa, mais elle trouva la force de murmurer « Qui êtes-vous » La silhouette s'approcha, et une voix glaciale répondit « Je suis la peur qui hante tes nuits. Tu ne peux pas m'échapper. » Élodie sentit une main froide se poser sur son épaule. Elle ferma les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Lorsqu'elle les rouvrit, elle était de retour dans son lit, en sueur. Mais la sensation de la main froide sur son épaule restait. Depuis cette nuit, Élodie ne dormit plus jamais paisiblement. La peur de nuit était devenue sa réalité. Dans un petit village isolé, une vieille maison abandonnée se dressait au sommet d'une colline. Les habitants racontaient que la maison était hantée par l'esprit d'une femme qui avait mystérieusement disparu il y a des décennies.
Un soir, un groupe d'amis décida de braver les légendes et d'explorer la maison. À peine avaient-ils franchi le seuil que la porte se referma violemment derrière eux. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés, et une froideur glaciale envahissait chaque pièce. Soudain, l'un des amis sentit une main glacée saisir son poignet. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Les lumières vacillèrent, et une silhouette spectrale apparut au bout du couloir. C'était l'esprit de la femme disparue, ses yeux vides fixant les intrus. Terrifiés, les amis tentèrent de fuir, mais la maison semblait se refermer sur eux. Les fenêtres se scellèrent, et les portes disparurent. Le fantôme s'approchait lentement, ses pas résonnant comme un écho sinistre. L'un des amis, rassemblant tout son courage, cria « Que veux-tu de nous ?» Le fantôme murmura d'une voix éthérée « Libérez-moi !» Comprenant qu'ils devaient découvrir la vérité pour échapper à la maison, les amis fouillèrent chaque recoin. Ils trouvèrent finalement un vieux journal révélant que la femme avait été injustement accusée de sorcellerie et emprisonnée dans la maison par les villageois. En récitant une prière de pardon, les amis libérèrent l'esprit tourmenté. La maison retrouva son calme, et les portes s'ouvrirent enfin. Les amis s'échappèrent, jurant de ne jamais oublier cette nuit terrifiante. À Paris, le pont de l'Alma est connu pour ses vues pittoresques sur la Seine et la Tour Eiffel. Mais peu de gens connaissent la légende sombre qui entoure ce pont la nuit. Il y a des années, une jeune femme nommée Élodie vivait à Paris. Elle était belle, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux verts perçants. Un soir d'hiver, alors qu'elle traversait le pont de l'Alma, elle fut victime d'un accident tragique. Depuis ce jour, on raconte que son esprit hante le pont, cherchant à se venger de ceux qui l'ont laissé mourir. Les habitants de Paris évitent de traverser le pont après minuit. Ceux qui l'ont fait racontent des histoires terrifiantes. Ils disent avoir vu une silhouette blanche, flottant au-dessus de l'eau, ses yeux verts brillant dans l'obscurité. Elle murmure des mots incompréhensibles, et ceux qui l'entendent sont pris d'une peur paralysante. Un soir, un jeune homme nommé Julien, sceptique des légendes urbaines, décida de traverser le pont après minuit. Il marchait lentement, écoutant le bruit de ses pas résonner sur les pavés. Soudain, il sentit un froid glacial l'envahir. Il leva les yeux et vit la dame blanche, flottant devant lui. Ses yeux verts le fixaient intensément. Julien tenta de reculer, mais ses jambes refusaient de bouger. La dame blanche s'approcha de lui, ses murmures devenant plus forts. Il sentit une main glacée se poser sur son épaule, et une douleur intense traversa son corps. Il s'effondra sur le pont, incapable de bouger ou de crier. Le lendemain matin, les passants trouvèrent Julien inconscient sur le pont. Il fut transporté à l'hôpital, mais il ne se réveilla jamais. Les médecins ne purent expliquer ce qui lui était arrivé. Depuis ce jour, la légende de la Dame Blanche du pont de l'Alma continue de hanter les esprits des Parisiens. Dans ce qui semble être un parc, Francis est assis sur un banc avec un homme plus âgé. Il se plaint que les esprits l'ont éloigné de sa famille et de sa maison. Lorsqu'une femme hébétée passe devant eux, Francis explique qu'elle est sa fiancée, Jane, et qu'ils ont subi une grande épreuve. La majeure partie du reste de l'histoire est un flashback de l'histoire de Francis, qui se déroule à Ostenwald, un village ombragé aux bâtiments tordus et aux rues en spirale. Francis et son ami Alan, qui se disputent gentiment l'affection de Jane, prévoient de visiter la foire du village. Pendant ce temps, un homme mystérieux, le docteur Caligari, demande au désagréable secrétaire de mairie un permis pour présenter un spectacle à la foire, qui met en scène Césarée, somnambule. Le greffier se moque de Caligari et le réprimande, mais finit par délivrer le permis. Cette nuit-là, le greffier est poignardé à mort dans son lit. Le lendemain matin, Francis et Alan visitent l'attraction de Caligari, où celui-ci ouvre une boîte ressemblant à un cercueil pour révéler Césarée endormi. Sur l'ordre de Caligari, Césarée se réveille et répond aux questions du public. Malgré les protestations de Francis, Alan demande « Combien de temps vais-je vivre ?» À l'horreur d'Alan, Césarée répond « Le temps est court. Tu mourras à l'aube. » Plus tard dans la nuit, une silhouette s'introduit dans la maison d'Alan et le poignarde à mort dans son lit. Francis, à
Accablé de douleur, enquête sur le meurtre d'Alan avec l'aide de Jane et de son père, le Dr Olsen, qui obtient de la police l'autorisation d'enquêter sur le somnambule. Cette nuit-là, la police appréhende un criminel en possession d'un couteau surpris en train de tenter d'assassiner une femme âgée. Interrogé par Francis et le Dr Olsen, le criminel avoue avoir tenté de tuer la vieille dame, mais nie toute implication dans les 2 décès précédents. Il ne faisait que profiter de la situation pour détourner la responsabilité de lui-même. La nuit, Francis espionne Caligari et observe ce qui semble être Césarée en train de dormir dans sa boîte. Cependant, le véritable Césarée se faufile dans la maison de Jane pendant qu'elle dort. Il lève un couteau pour la poignarder, mais au lieu de cela, il l'enlève après une lutte, la traînant par la fenêtre dans la rue. Poursuivi par une foule en colère, Césarée finit par lâcher Jane et s'enfuit, il s'effondre et meurt. Francis confirme que le criminel qui a avoué le meurtre de la vieille dame est toujours enfermé et ne peut pas être l'agresseur de Jane. Francis et la police enquêtent sur l'attraction de Caligari et découvrent que le Césarée qui dort dans la boîte n'est qu'un mannequin. Caligari s'échappe dans la confusion. Francis le suit et voit Caligari entrer dans un asile d'aliénés. Après une enquête plus approfondie, Francis est choqué d'apprendre que Caligari est le directeur de l'asile. Avec l'aide du personnel de l'asile, Francis étudie les dossiers et le journal intime du directeur pendant que ce dernier dort. Les écrits révèlent son obsession pour l'histoire d'un mystique du XVIIIe siècle nommé Caligari, qui utilisait un somnambule nommé Césarée pour commettre des meurtres dans les villes du nord de l'Italie. Le directeur, cherchant à comprendre le Caligari d'avant, expérimente sur un somnambule admis à l'asile, qui devient son Césarée. Le directeur de l'asile s'écrie « Je dois devenir Caligari ». Francis et les médecins rappellent la police dans le bureau de Caligari, où ils lui montrent le cadavre de Césarée. Caligari attaque alors un membre du personnel. Il est maîtrisé, attaché dans une camisole de force, et devient un détenu dans son propre asile. Le récit revient au présent, Francis termine son histoire. Dans un retournement final, Francis est dépeint comme un détenu de l'asile. Jane et Césarée sont également des patients. Jane croit qu'elle est une reine, tandis que Césarée n'est pas un somnambule mais est éveillé, tranquille et sans danger apparent. L'homme que Francis appelle Dr Caligari est le directeur de l'asile. Francis l'attaque et est attaché avec une camisole de force, puis placé dans la même cellule où Caligari était enfermé dans l'histoire de Francis. Le directeur de l'asile annonce que, maintenant qu'il comprend le délire de Francis, il est sûr de pouvoir le guérir. Dans un petit village reculé de l'Europe de l'Est, une légende ancienne parlait d'une créature de terre et d'argile, créée pour protéger les habitants en temps de danger. Cette créature, connue sous le nom de Golem, était censée être inoffensive tant qu'elle était sous le contrôle de son créateur. Mais un jour, tout changea. Un jeune homme nommé Elias, curieux et avide de connaissances, découvrit un vieux grimoire dans la bibliothèque abandonnée du village. Le grimoire contenait des instructions détaillées pour créer un golem. Fasciné par la légende, Elias décida de tenter l'expérience. Il passa des jours et des nuits à rassembler les matériaux nécessaires et à suivre les instructions du grimoire à la lettre. Lorsque la créature prit enfin vie, Elias fut à la fois émerveillé et terrifié. Le golem était immense, avec des yeux vides et une force surhumaine. Au début, il obéissait docilement aux ordres d'Elias, accomplissant des tâches simples autour du village. Mais au fil du temps, quelque chose changea. Le golem commença à développer une volonté propre, devenant de plus en plus imprévisible et dangereux. Une nuit, alors qu'une tempête faisait rage, le golem échappa au contrôle d'Elias et sema la terreur dans le village. Les habitants, pris de panique, se barricadèrent chez eux, mais rien ne semblait pouvoir arrêter la créature. Elias, rongé par la culpabilité, savait qu'il devait trouver un moyen de détruire le monstre qu'il avait créé. Avec l'aide de quelques villageois courageux, Elias retourna à la bibliothèque pour chercher une solution dans le grimoire. Ils découvrirent qu'il existait un rituel pour désactiver le golem, mais il nécessitait un sacrifice.
Elias, déterminé à réparer son erreur, se porta volontaire. Le rituel fut accompli, et le golem s'effondra en un tas d'argile inerte. Dans un petit village reculé de Madagascar, les habitants racontaient souvent l'histoire de la charrette fantôme. Chaque nuit de pleine lune, une vieille charrette en bois, tirée par des chevaux squelettiques, apparaissait sur le chemin de terre menant au cimetière. Les villageois disaient que cette charrette appartenait autrefois à un fermier nommé Rakoto, connu pour sa cruauté. Il exploitait ses chevaux jusqu'à la mort et ne montrait aucune pitié envers ses voisins. Un soir, après une dispute violente avec un villageois, Rakoto disparut mystérieusement, et sa charrette fut retrouvée abandonnée près du cimetière. Depuis ce jour, à chaque pleine lune, la charrette réapparaissait, avançant lentement et émettant des grincements sinistres. Les chevaux, réduits à des os, semblaient animés par une force surnaturelle. Les villageois qui osaient s'approcher de la charrette entendaient des murmures effrayants et ressentaient un froid glacial. Un soir, un jeune homme du village, curieux et courageux, décida de suivre la charrette. Il la suivit jusqu'au cimetière, où elle s'arrêta devant une tombe fraîchement creusée. Le jeune homme s'approcha et lut l'épitaphe « Ici repose Rakoto, maudit pour l'éternité ». Soudain, la charrette disparut dans un nuage de fumée, et le jeune homme sentit une main glacée se poser sur son épaule. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Depuis ce jour, il ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu, et les villageois continuèrent à éviter le chemin de la charrette fantôme.